Le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 et CanCovid organise une série d'événements mensuels, résultats et implications de la recherche. L'objectif est d'offrir aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux Canadiens les derniers résultats liés à la COVID-19. Pour en savoir plus sur la façon dont les deux organisations ont contribué à éclairer les politiques de santé publique pendant cette pandémie, veuillez visiter nos sites web à covid19immunitytaskforce.ca/fr et cancovid.ca/fr. Nous tenons à remercier les conférenciers et les participants d'aujourd'hui pour leur temps. Nous voulons aussi remercier les membres de nos réseaux pour leur soutien continu et leur participation à la réponse du Canada à la pandémie. Si vous souhaitez assister à nos événements mensuels résultats et implications de la recherche, veuillez consulter l'un ou l'autre de nos sites Web pour obtenir de plus amples renseignements. Participants français afin qu'ils puissent accéder aux traductions en direct. Note à l'attention de nos participants francophones, nous vous invitons à vous rendre au bas de votre écran Zoom où se trouve une icône ressemblant à un globe. Pour indiquer votre langue de préférence, cliquez sur ce globe et sélectionnez French. Dès que notre conférencier commence à parler, vous allez entendre notre traducteur. En tout temps, si vous souhaitez revenir à la version anglaise, vous n'avez qu'à cliquer sur le globe et à sélectionner Off. De plus, vous verrez qu'une version française de la présentation a été partagée dans le Q&A si vous désirez suivre la présentation en français uniquement. Tous nos présentateurs aujourd'hui présenteront en anglais. So we'll take a moment. Alors, nous allons prendre juste un petit moment pour permettre à nos participants français d'activer leur service de traduction en direct avant de présenter notre modératrice. J'ai le plaisir de souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à notre webinaire. Je voudrais présenter la Dr. Tali Bogler, qui est médecin, membre du personnel au département de médecine familiale et communautaire de l'hôpital St. Michael's, président du département de médecine familiale d'obstétrique du St. Michael's Hospital et professeure adjointe à l'Université de Toronto et cofondatrice du Pandemic Pregnancy Guide, guide de la grossesse en cas de la pandémie. Dr. Bogler, merci d'être venu. Merci, Dr. Hankins, pour votre aimable présentation et pour votre aide à la mise en place pour notre participant francophone. Et bienvenue à tous au troisième volet de la nouvelle série de séminaires de GTIC de CanCovid. Résultat de la recherche et implication de notre sujet aujourd'hui est la répercussion de la maladie et de la vaccination liée à la COVID-19 sur la grossesse et les nouveau-nés. Avant de passer aux présentations, j'aimerais ajouter que vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la fin pour poser vos questions. Il suffit de les taper dans la fonction de questions et réponses en bas de votre écran. Et j'aimerais maintenant passer le micro à notre première intervenante de la journée, la docteure Catherine Hankins, qui est coprésidente du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Et elle est professeure au département d'épidémiologie, biostatistique et de santé au travail à l'Université de McGill. Elle va parler de plusieurs études. Dr. Hankins, je vous cède le micro. Bon, je vais juste vous donner le contexte des présentations d'aujourd'hui. Alors, le mandat du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 a été établi par le gouvernement en avril 2020.
Notre mandat est catalyser, soutenir, financer et harmoniser les connaissances sur l'immunité au SRAS-CoV-2 afin d'éclairer les décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux dont leur effort peut protéger les Canadiens et Canadiennes et limiter les répercussions de la pandémie de la COVID-19. Alors, voici nos domaines prioritaires de la recherche. Nous commençons avec les premiers troisièmes, les études de séroprévalence pour évaluer la portée de l'infection par le SRAS-CoV-2 au Canada et comprendre la nature de l'immunité liée à l'infection. Et nous avons développé les méthodes améliorées, des méthodes d'analyse sérologique et depuis ce temps-là, nous avons commencé la surveillance de vaccins pour mesurer l'efficacité et l'innocuité des vaccins. Et maintenant, nous sommes en train d'évaluer si les personnes de nos populations ont besoin d'une dose de rappel et nous regardons l'innocuité, l'efficacité et l'immunogénicité des vaccins chez les enfants de moins de 21 ans. Alors, nous prenons tous ces volets de la recherche pour les mettre dans notre modélisation de l'immunité au niveau de l'immunité par les infections et par les vaccins. Prochaine diapo. Nous sommes en train de soutenir 108 études partout au Canada. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, entre les différentes doses que nous allons se concentrer, c'est sur la grossesse, les nouveau-nés et l'allaitement. 2 des 4 études présentées aujourd'hui sont parmi les premiers à avoir obtenu un financement de GTIC. Ça, c'est pour celles qui planifient d'être enceintes, les personnes enceintes et celles qui souhaitent utiliser du lait humain pour nourrir leurs petits. Après, c'est une question de l'approbation des vaccins. Nous avons financé 2 autres études qui vont être présentées aujourd'hui. Je voudrais vous dire que les résultats de ces études sont préliminaires. Ils n'ont été pas révisés par un comité de lecteurs. Le mandat, c'est financer des études qui inspirent les politiques publiques pour éclairer les dirigeants de la santé publique et pour influencer les recommandations, les directives et les politiques. Alors aujourd'hui, vous entendrez parler de connaissances à transposer en ligne directrice et en mesures concrètes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, merci et je vous cède la parole. Bon, merci, Dr. Hankins, d'avoir donné un aperçu du GTIC et du travail de votre équipe et accompli. Notre prochaine intervenante, c'est la Dr. Deborah Money, professeure à l'Université de la Colombie-Britannique et clinicienne scientifique de Women's Health Research Institute. Elle va faire une présentation sur la COVID-19 pendant la grossesse, l'épidémiologie, les issues de la mère et du nouveau-né et les vaccins contre la COVID-19 et de la grossesse ici au Canada. Oh, merci. C'est tout un plaisir d'être ici pour commencer ce webinaire avec le travail. J'ai le privilège d'être impliquée là-dessus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Alors, nous avons eu tout au début de la pandémie un groupe qui qui s'est réuni pour voir tout ce qui se passe au niveau des femmes enceintes. Nous avons reçu les appuis de IRSC et des différents organismes. Alors, il y avait des questions. Quels sont les enjeux pour les femmes enceintes? Alors, maintenant, nous avons un registre national. Nous menons les évaluations de séroprévalence chez les personnes enceintes et je vais partager quelques informations avec vous. Alors,
la surveillance qui s'appelle Can COVID Prague a été établie pour fournir les données canadiennes sur la COVID-19 pendant la grossesse pour vraiment aider la prise en charge et les politiques publiques pour déterminer le fardeau de la COVID-19 pendant la grossesse, les issues de la mère, les issues du fœtus et nouveau-né. Et puis, nous avons travaillé avec les collaborations internationales pour partager toutes ces données avec les autres personnes dans le monde entier. Alors voici, bon, ça c'est du novembre, mais bon, c'était nos chiffres. C'est un peu plus bas de ce qui se passe actuellement, mais plus de 9000 personnes qui ont eu les infections de la COVID-19 durant la grossesse et nous avons vu la distribution de cela à travers du pays. Alors, le Québec n'a pas fait des rapports là-dessus, mais ces chiffres doivent être similaires à l'Ontario et nous avons un peu plus définitivement de 10 000. Alors, c'est tellement important de comprendre les résultats. Alors, ça vous montre un visuel de ce qui se passe depuis la déclaration de la pandémie. On avait pensé qu'il y aurait très peu de nombre de cas dans les individus enceintes, mais cela est chaque fois plus haut, surtout plus haut dans certaines provinces, mais cela a affecté les personnes un peu partout à travers le pays, comme vous le savez déjà. Alors, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est recueillir les données d'un peu plus de 4000 accouchements dans 6 provinces au 30 avril 2021. Et ce qui a été tellement important, plusieurs provinces qui ont reporté les données, nous avons fait une comparaison aux données des résultats entre celles qui n'ont pas l'infection et on regarde les données de Statistique Canada pour faire une comparaison. Et un des premiers enjeux que nous avons noté que les individus qui attrapent le SRAS-CoV-2 durant la grossesse se trouvent dans les communautés racisées et un pourcentage, comme vous pouvez voir à la droite, ça c'est selon Statistique Canada. Et il parle bien de nos statistiques de Can COVID Prague. Elles démontrent vraiment qu'il y a une hausse entre les personnes racisées des communautés marginalisées. Alors, il faut comprendre le fardeau de la maladie dans ces populations. Alors, pour parler de l'essentiel de la personne enceinte, nous avons vu un taux accru de hospitalisation pour les raisons liées à la SRAS-CoV-2. Et puis, si vous regardez la tranche d'âge des femmes positives, et il y a un taux accru des admissions aux soins intensifs, presque 3% d'admissions dans notre analyse plus récente. Alors, c'est vraiment plus haut entre la groupe des femmes jeunes qui ont attrapé la COVID-19. Alors, 100% des hospitalisations étaient chez les personnes qui n'étaient soit pas vaccinées, soit pas complètement vaccinées. Alors, cela montre l'importance de se faire vacciner. Voici une tendance qui montre les issues de la grossesse selon Can COVID Prague en examinant les différents taux qui ont qui s'était assez haut et puis avec un taux accru
durant la période de Delta. Alors, l'autre aspect nous intéresse, ce sont les résultats spécifiquement liés à la grossesse. And it turns out, contrary to some of the international reports, we are not seeing higher rates of high blood pressure in pregnancy or cesarean section Et deliveries. on voit On ne voit pas, en fait, ça a un effet sur les autres parties dans le monde. C'est d'un taux beaucoup plus significativement élevé et ce n'est pas uniquement sur la prémérité assez tard, mais sur les prétermes extrêmes. Donc, très récent parce que la naissance, c'est une complication assez importante pour l'enfant et c'est un effet aussi sur une personne qui est forcément assez malade avec l'infection. Aujourd'hui, on n'a pas vu à date une augmentation dans les taux de mort-nés. Ce qu'on tente de faire par rapport à la recherche typique, c'est de sortir les informations assez vite afin d'informer la prise de décision et les rapports. Et ensuite, récemment, nous avons soumis pour une publication évaluée par un comité de lecture, mais ça prend assez de temps une fois que notre groupe l'a approuvé. Et donc, ça a donné suite à des recommandations spécifiques, des lignes directrices sur la grossesse et une compréhension que les complications étaient au moins aussi sévères qu'un 55 personnes de tranche d'âge de 55 à 59, peut-être même dans les dernières coupes un peu plus élevées que cela. Donc, ça, je crois, c'est important d'avoir des données canadiennes afin d'informer la prise de décision. Prochaine diapo. Je voulais juste mentionner cette étude qui est en cours. Donc, c'est une étude qui fait les résultats pour les gens qui choisissent ou choisissent de ne pas se faire vacciner. Afin de l'efficacité et la sécurité, nous avons une approche basée sur le registre. Donc, les individus peuvent s'inscrire sur notre site web, nous donner des informations sur comment la grossesse s'est passée et si ça passe pendant la période de leur allaitement, que ce soit vacciné ou non vacciné, mais la majorité sur cela ont été vaccinés. Prochaine diapo. Et nous avons plus de 5000. Et jusqu'à là, c'est en français et en anglais. Et nous encourageons à toute personne qui s'intéresse de fournir des informations. Mais un premier regard de ces données n'indique aucune préoccupation par rapport à la vaccination lors de la grossesse. Donc, je dois vraiment vous laisser savoir que ça a été réalisé avec une équipe énorme partout dans le pays qui a spontanément s'est réunie tout au début de la pandémie afin de soutenir une compréhension sur les résultats de SARS-CoV-2 pendant la grossesse. Merci beaucoup. Je passe le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé votre analyse et les résultats dans la grossesse de votre travail. Merci beaucoup. Nous allons introduire notre prochaine présentatrice, c'est Dr. Deshane Fell, qui est professeur associé dans l'Université d'Ottawa et dans l'hôpital des enfants et scientifique adjointe de ICES. Dr. Fell va présenter sur la vaccination de COVID-19 lors de la grossesse, une évaluation réalisée sur la province. Dr. Fell, nous souhaitons entendre plus sur votre travail. Merci beaucoup pour l'introduction et aussi à l'équipe de travail du COVID afin de me laisser présenter aujourd'hui. Prochaine diapo, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Prochaine diapo. Comme vous savez, les personnes à grossesse n'ont pas été incluses dans les recherches afin de tester l'efficacité et la sécurité des vaccins COVID-19. Mais après que ça a commencé en décembre, il y avait encore des données qui ont émergé lors de l'hiver et le printemps que les personnes grossesses avaient un risque augmenté de maladies, comme Dr. Moni vient de le montrer. Beaucoup de pays dans le monde ont commencé à recommander cela, les vaccinations à ce groupe d'un risque élevé, et ce n'était pas et ça a été recommandé pour des études dans ces pays devient disponible à une vitesse assez rapide.
Donc, c'est juste pour vous fournir avec des clés, des résultats clés d'autres études à date. Nous savons que la vaccination COVID-19 dans les femmes grossesses produisent une immunité, une réponse immunitaire assez bonne et le type d'effets secondaires présentés par des femmes enceintes comme la fatigue et les douleurs musculaires sont pareils que dans la population en général. Ça montrait que la vaccination lors de la grossesse est hautement efficace à prévenir l'infection par la COVID-19, aussi au même niveau que la population en général. Et une incapacité d'avoir des enfants ça veut dire que ça n'a aucun impact sur la fertilité. Tout cela est rassurant. Et d'autres recommandations qui arrivent dans la grossesse. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour les résultats dans la grossesse, maintenant, il y a beaucoup de données descriptives sur les populations enceintes vaccinées, y compris dans les États-Unis, l'Angleterre, l'Israël et l'Ontario. Comme Dr. Money vient de dire, ces données n'indiquent aucun élevé des résultats négatifs dans les patients enceintes suite à la vaccination. Je n'ai pas de temps pour tout partager, mais je vais partager des études contrôlées et un de Norvège, un autre d'autre part. Mais dans la grossesse, la vaccination n'a trouvé aucune association avec un risque de l'avortement spontané. Tout cela pris ensemble est très rassurant. Bien évidemment, c'est important d'évaluer d'autres le résultat de la naissance et de la grossesse. Avec le soutien de la groupe de travail de CAN COVID, nous menons des recherches ici en Ontario et je vais partager les résultats de deux de cela. D'abord, c'est l'acceptance et la réalisation des pays en Ontario. Le deuxième regarde des résultats autour du moment de la naissance pour comparer dans les individus vaccinés et non vaccinés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ontario a un registre pour les données, pour les naisons, dépistage prénatal, je ne sais pas, est soumis au registre. Ça inclut des informations sur les caractères démographiques, les complications lors de la grossesse et au moment de la naissance, ainsi que la grossesse. Les registres de dépistage prénatal est aussi soumis au registre dans un temps réel presque. Donc, au niveau mensuel, nous allons extraiter les données et nous faisons le lien avec COVAXON, qui est la base de données par le ministère de la Santé Ontario pour toutes les vaccinations de COVID-19 qui sont administrées dans la province. Cela montre l'adoption des vaccins contre la COVID pendant la grossesse. Comme vous voyez, au fin de septembre, 59 984 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 pendant la grossesse et 336 55 personnes avaient reçu les deux doses pendant la grossesse. À gauche, on voit le temps sur le calendrier de l'administration du premier et de la deuxième dose, première en bleu, deuxième en rouge, et la ligne verticale indique le 23 avril 2021, là où les personnes grosses, les femmes enceintes ont été incluses dans le programme de vaccination. Comme vous voyez, un grand nombre de personnes qui initient la vaccination des vaccins pendant la grossesse après d'avoir été acceptées au programme. Ensuite, ça montre la couverture pendant la grossesse. C'est la proportion des personnes enceintes tous les mois qui ont reçu au moins un vaccin contre la COVID-19 avant ou pendant la grossesse, afin qu'ils soient couverts pendant la grossesse. Vous voyez aussi le taux de couverture a été augmenté dans le temps et de façon assez dramatique, avril, mai et juin, autour du même temps, là où la grossesse a été priorisée dans le programme de vaccination. Le taux a augmenté petit à petit, mais ça semble stabiliser autour de 60%. Vous voyez, en septembre,
l'estimé est dans 59% de couverture. Et si nous regardons le taux de couverture dans la population générale d'Ontario, des femmes de âge de procréer de la population générale, c'était 20, c'est un pourcentage plus là. C'est trop vite pour l'interprète, malheureusement. Prochaine diapo. Je vais maintenant parler de façon brève sur le deuxième objectif. C'était d'évaluer des résultats et l'évaluation des issues obstétricales et néonatales lors de la grossesse. Et pour ainsi faire, c'était une étude de cohorte avec toutes les naissances de l'Ontario après décembre, au début du programme de vaccination, jusqu'à la fin du 30 septembre 2021. On a comparé les résultats dans les individus qui ont reçu au moins un vaccin contre le COVID-19 entre la conception et l'accouchement. Et puis, on a comparé avec deux groupes de personnes non vaccinées pendant la grossesse. Le groupe comparatif 1, c'était les personnes vaccinées après la fin de la grossesse, et le groupe comparatif personnes non vaccinées à quelques moments, que ce soit avant, pendant et après la grossesse, avant d'être capable de recevoir. Oh, donc, le deuxième groupe sont ces personnes qui n'étaient pas vaccinées, que ce soit avant, pendant ou après la grossesse. Prochain diapo. Évaluer la vaccination lors de la grossesse est important pour déterminer quelles issues évaluer. Et dû au fait que la population d'études à ce moment-là, à date, avait reçu en grande partie la première dose, avait commencé la série de vaccinations dans le deuxième trimestre et troisième trimestre, comme à gauche dans le graphique. Nous avons évalué les paripartum, les résultats au moment de la naissance. Donc, nous avons après l'hémorragie, après l'accouchement, avec un saignement important, chorioamnionitis, qui est une infection de l'utérus, les membranes, ou aussi l'autre, la césarienne. Et dans les nouveau-nés, on a évalué l'admission à l'USIN et avec un indice d'APAGA de 5 minutes comme une assistance à la respiration. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans cette étude de grossesse complétée, qui a accouché, vous voyez que 23% dans cette population avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19 pendant la grossesse, jusque plus que moitié avaient reçu une dose lors de la grossesse et un peu moins de la moitié avaient reçu deux doses. Et il y avait 46% de cette population totale qui avait reçu la première dose de vaccin COVID-19 après la grossesse. C'était le premier groupe de comparaison. Et le deuxième groupe de comparaison d'individus qui n'ont jamais reçu de vaccin, c'était 31% dans cette population. Prochaine diapo, merci. En regardant les caractéristiques de la population à l'étude, il y a certaines similitudes. Il y a beaucoup de différences aussi importantes. Donc, j'ai souligné certaines de ces différences. Le taux de personnes avec moins de 25% au moment de l'accouchement, ainsi que ceux qui fumaient lors de la grossesse ou qui vivaient dans un quartier de moins de revenus ou de revenus faibles, de ceux qui ont été jamais vaccinés et ceux qui ont été vaccinés plus tard, plus que les autres. Si on regarde le temps sur le calendrier, c'est aussi assez différent. Si vous regardez en bas, uniquement quelques-unes des individus qui étaient vaccinés lors de la grossesse avaient donné la vie en avril, lorsque presque deux troisième partie, c'était des individus qui ont commencé la série de la vaccination après la grossesse et la moitié de la troisième groupe de comparaison. C'est trop vite pour l'interprète, malheureusement. C'est très important, si on peut revenir, c'est très important en faisant ces études-là de pouvoir prendre ces facteurs en considération, en compte, quand on considère les résultats dans les différents groupes. Je vais décrire ce que je veux dire. À gauche, sur le graphique, nous avons présenté le taux des résultats évalués dans le groupe vacciné. C'est la première colonne des chiffres et deuxième, colonne, c'est les taux dans les personnes non vaccinées, des individus qui ont été vaccinés après la grossesse, donc ils n'étaient pas vaccinés lors de la grossesse. Ce qu'on voit, c'est que les taux étaient assez similaires dans ces deux groupes et aucun n'était plus élevé que dans le groupe vacciné. Et à droite,
On voit les résultats de notre analyse statistique, toutes ces différences dont je parlais sur la dernière diapo, et on est capable de faire une comparaison plus valide de ces taux entre les deux groupes. Dans ce plot, donc la ligne verticale, qui est ligne nombre 1, ça indique aucune différence entre les deux groupes. Et tout estimé à droite de cela indiquerait un taux élevé de risque après la grossesse ou la vaccination. Vous pouvez voir qu'il n'y avait pas un risque accru entre les différents groupes d'études et je ne peux pas, j'ai pas montré la diapositive au niveau du groupe de référence. Nous avons mené plusieurs sub-analyses pour voir si l'individu a reçu soit Pfizer, soit Moderna, parce que la plupart de la population a reçu un vaccin ARN, mais on a regardé s'ils ont reçu une dose ou deux doses et le moment, le trimestre quand ils ont reçu la vaccination et il n'y avait pas un risque augmenter. Alors, dans cette vaste population de femmes enceintes, nous avons vu qu'il n'y avait aucune association entre la vaccination pendant la grossesse et les issues indésirables périnatales. Ce sont les données qui ont été tellement cohérentes dans l'analyse des sous-groupes. Alors, ça montre qu'ils sont rassurants et appuient l'innocuité de la vaccination, mais il faut faire davantage des études. On regarde sur les autres résultats et j'attends qu'on va voir plusieurs études dans les autres, des autres pays sur cet enjeu. Et je voudrais juste vous remercier, vraiment remercier les co-enquêteurs et le ministre de la Santé qui nous ont fourni de l'accès à la base de données à la province de l'Ontario et aussi au GTIC pour le financement. Merci, Dr. Fell, d'avoir partagé votre travail avec nous aujourd'hui, notamment les preuves émergentes et l'adoption du vaccin COVID-19 pendant la grossesse, surtout avec tous les travaux pour encourager les gens de se faire vacciner avec la troisième dose. Notre prochaine intervenante, c'est la docteure Deborah O'Connor, professeure et titulaire de la chaire Earl W. McHenry au département des sciences de la nutrition, faculté de médecine Tim Hortons à l'Université de Toronto. Dr. O'Connor va parler des répercussions de la COVID-19 et de la vaccination sur les anticorps du lait humain. Docteur O'Connor, je vous passe la parole. Merci. C'est tout un plaisir. Merci. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, le lait humain est quelque chose qui est optimal pour donner aux nouveau-nés, pour promouvoir le développement du nouveau-né et pour empêcher les maladies. Notre recherche, c'était évaluer les stratégies pour augmenter l'usage du lait humain, y compris par les donneuses quand le lait de la mère n'est pas disponible. Et il y a une augmentation grâce à la HMBANA et les principaux receveurs, ce sont les nouveau-nés hospitalisés à risque de entérocolite nécrosante. Même s'il y avait une grande augmentation de lait humain, et même si nous avons les banques de lait en existence depuis plusieurs années, mais durant les années 80, il y avait la peur à cause de VIH, SIDA et puis plusieurs banques du lait humain ont fermé leurs portes. Mais
il y a tout un dépistage et le lait est pasteurisé et cela va tuer le virus. Tout au début de la pandémie, on ne savait pas si le SRAS-CoV-2 aurait pu être transféré dans le lait. Cela a déstabilisé les banques de lait humain. Mais nous avons déjà atténué le reste. Tout d'abord, dans la pandémie, nous avons parlé aux collègues à l'Université de Toronto pour assurer que les procédures de pasteurisation dans une des banques de lait humain était suffisant pour détruire les pathogènes. Alors, voici une étude dans laquelle ils ont fait la pasteurisation et cela a détruit ou a réduit le SRAS-CoV-2 au niveau qui n'était pas détectable. Et il y avait une certaine réduction des effets cytopathiques de SRAS-CoV-2 contenus dans les échantillons de lait non traités par la chaleur, mais maintenus à une température ambiante. Alors, après, on a posé plusieurs questions et on a abordé ces questions au niveau du lait humain. Les questions étaient d'abord, est-ce que la COVID-19 peut-elle être transmise dans le lait humain? Alors, ce que nous avons fait une collecte de 2 cohortes dans les 2 vagues de la pandémie. Tout d'abord, les femmes lactantes qui avaient le SRAS-CoV-2 et puis 10 de ces femmes étaient activement infectieuses. Le deuxième groupe inclut les données à la Roger Hickson Ontario Banque de lait humain. Et nous avons utilisé les preuves de PCR et tous les échantillons étaient négatifs. Prochaine diapo. Alors, la prochaine question. Est-ce qu'on peut trouver les anticorps SRAS-CoV-2 de la mère transmis dans le lait humain? Ici, ils sont présents. Ont-ils un pouvoir neutralisant? Prochaine diapo. Alors, nous avons concentré sur le IgA. Ça, c'est la partie des immunoglobuline, dans le lait humain. Le IgA a été évalué à l'aide des trucs de dépistage des IgA anti-SRAS-CoV-2. Après la validation à l'interne, on a utilisé le microneutralisation du virus vivant dans nos installations à l'Université de Toronto. Alors, ce que nous avons vu avec les femmes qui ont été atteintes de la COVID-19 ont été représentées dans ce graphique. On peut voir qu'il y avait du lait positif pour le IgA et vous pouvez voir l'échantillon en jaune. Ça, c'était les résultats, pas positifs, pas négatifs. Et voilà, vous pouvez voir les différents échantillons qui ont été recueillis après la vaccination. Alors, chez les femmes qui ont été vaccinées, 50% des femmes ont eu les échantillons positifs au IgA. Alors, il y avait quand même une diminution au fil du temps.
prochaine diapo, nous pouvons voir ici les conclusions au niveau de la neutralisation des femmes atteintes de la COVID-19. Il y avait les valeurs de neutralisation qui ont été montrées dans les études. La moitié ont eu au moins un échantillon qui était neutralisant pour le virus. Et 39% des échantillons ayant donné un résultat positif ou IgA avaient une capacité neutralisante et 25% des échantillons ayant donné un résultat négatif au IgA avaient une capacité. Alors, cela nous montre que le lait humain joue un rôle neutralisant. Alors, voici les taux des IgA dans les échantillons et au moins un échantillon de lait positif au IgA anti-SRAS-CoV-2 chez environ 5% des donneuses. Et ça, c'est comparé avec quelques échantillons qui ont été collectés avant. Et parmi les échantillons qui contenaient des IgA anti-SRAS-CoV-2, environ le tiers avait une capacité neutralisante. Alors, on travaille sur cette question. Quel est l'effet de la vaccination de la mère sur les anticorps anti-SRAS-CoV-2 du lait humain? S'ils sont présents, ont-ils un pouvoir neutralisant? Le type de vaccin ou l'intervalle entre les doses ont-ils une importance? Alors, on a regardé une troisième cohorte des femmes qui ont été trouvées par les médias sociaux et puis, on a étudié les effets de la vaccination contre la COVID-19 sur le lait humain. Alors, 78 personnes ont donné des échantillons de lait humain après d'avoir reçu soit Pfizer, soit Moderna. Alors, voici la présence d'AGA anti-SRAS-CoV-2 qui est présent dans le lait. Vous pouvez voir soit Moderna, soit Pfizer. Il y avait un intervalle, mais je vais juste vous donner les conclusions principales. Comme vous pouvez voir, il y avait une augmentation dans le lait 2 semaines après se faire vacciner, mais il y a une diminution. Et après la deuxième dose, il y a une augmentation encore une fois. Et pour les doses de Moderna, les taux étaient un peu plus élevés comparé avec Pfizer. Alors maintenant, on regarde une dose après un intervalle plus court entre 3 et 6 semaines et un intervalle de 6 à moins de 16 semaines. Alors, plus tôt l'intervalle, plus haut est le niveau de IgA entre les doses. Et ce que nous pouvons voir que le IgA se réduit assez vite après la deuxième dose. Alors, dans le troisième groupe, on a étudié le IgA et le IgA représente une proportion un peu plus petit, alors il fallait faire un peu plus de validation pour mener cette étude. Et ce que nous avons vu après la deuxième dose, c'est où vous avez vu l'augmentation importante de IgA comme résultat positif, mais pas similaire à IgA. C'est plus présente avec le IgG, mais ça c'est le IgG, mais ça c'est après la deuxième dose. Alors, nos conclusions sont uniformes avec les autres conclusions qui montrent qu'il est peu probable que le SRAS-CoV-2 soit transmis par le lait humain. Et les anticorps anti-SRAS-CoV-2 sont souvent présents dans le sang des femmes après la COVID-19. Et les anticorps sont rarement observés 6 mois après l'apparition des symptômes.
Et la présence de IgA anti-SRAS-CoV-2 semble être associée à la capacité de neutraliser le virus. Mais les échantillons de lait sans anticorps peuvent également avoir un pouvoir neutralisant et la présence de IgA anti-SRAS-CoV-2 dans le lait est associée tout d'abord au vaccin ARNM administré et à l'intervalle. Alors, nous sommes en train d'explorer si cela a un effet sur la capacité neutralisante du lait. Alors, je voudrais juste remercier toutes ces personnes pour tous les efforts. Et je voudrais remercier Samantha Ismaël qui a fait beaucoup de travail sur les anticorps pour ce projet. Je voudrais aussi remercier les instituts de recherche en santé du Canada et le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Alors, merci pour avoir partagé tous ces résultats clés avec nous. Je suis sûre que certains de nos participants ont des questions à poser. Alors, avant de passer à la période des questions, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la Dr. Sharon Unger de l'Université de Toronto, de Sinai Health de la Banque de lait. Alors, merci. Alors, je suis sûre que vous avez des questions à poser et nous allons faire le mieux pour répondre à vos questions. Je vais commencer avec la première question. Et il s'agit des vaccins de rappel. Lorsque les doses de rappel sortent pour les gens avec plus de 18 ans. Et je vous pose la question, est-ce qu'il y avait une orientation sur les recommandations et est-ce que les femmes enceintes devraient avoir une priorité pour la vaccination? Si vous pouviez collaborer dans cela aussi. Vous vouliez que je fasse juste un rafraîchissement sur ce qu'on a trouvé à date dans les présentations et puis avancer aux questions? On va directement aux questions. Comme vous voulez. On va faire un refresher et puis est-ce qu'on peut repartager l'écran, s'il vous plaît, pour le sommaire? Je veux juste dire qu'il y a des vraiment bonnes questions qui sont entrées et je fais une récapitulation juste s'il y a, afin de réitérer les résultats principaux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, next slide. Prochaine. Comme Comme on a entendu, le COVID-19 est quelque chose de grave pour les femmes enceintes. On a vu des personnes enceintes depuis avril, le chiffre augmente. 100% des personnes hospitalisées avec le COVID sont soit non vaccinées ou sont avec une vaccination pas encore complétée. Ils souffrent des maladies plus importantes que les femmes d'un âge normal, entre 25 ils ont 3 fois plus la possibilité d'être hospitalisés et 6 fois plus d'être admis aux soins intensifs. Et comme indiqué, le profil des complications a plutôt un profil des personnes de 55 à 59 années en âge. Et par rapport aux bébés, donc les personnes enceintes avec le COVID ont 2 fois plus de probabilité d'avoir une naissance avant terme. Et en regardant très, très extrêmement, c'est-à-dire 27 semaines, 20 à 27 semaines de gestation, ils sont 4 fois plus probables d'avoir une naissance, un accouchement beaucoup plus précoce, ce qui est très difficile pour pour que l'enfant survive. Les vaccins sont efficaces dans les personnes enceintes, les femmes enceintes. C'est une augmentation en risque. Il n'y a pas une augmentation dans le risque des résultats négatifs et sont très efficaces si vous avez reçu le Moderna Pfizer dans la première dose, si vous avez reçu 1 ou 2 doses lors de votre grossesse et à quel moment vous avez reçu le vaccin pendant votre grossesse, dans quel trimestre. Prochaine.
semble être sécuritaire pendant la grossesse. Et c'est important parce que quand vous êtes enceinte, vous êtes très préoccupé sur la sécurité pour vous et pour votre bébé. Aucune association entre la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse et les issues négatives de l'accouchement. Il n'y a aucune augmentation de risque d'effets secondaires par trimestre n'a été observée après une première ou deuxième dose. Il y a des effets secondaires semblables à celles qui ne le sont pas vaccinées. Par exemple, douleurs musculaires temporaires, les bras endoloris. Il n'y a aucune donnée indique que la vindication nuit à la fertilité. Les personnes vaccinées présentent la même incidence de grossesse que celles qui ne le sont pas. Prochaine diapo. Le lait humain semble sécuritaire pour les niveaux-nés et je crois que c'est la dernière présentation. On veut savoir, en fait, c'est de quelques bénéfices si vous avez reçu un vaccin ou si vous avez eu le COVID. Est-ce que vous pouvez transmettre les anticorps qui pourraient aider votre bébé? Le virus est peu probable de passer dans le lait humain. Les anticorps qu'on a vus sont souvent trouvés dans le lait des femmes qui ont eu le COVID-19, même si ça disparaît après 6 mois de l'infection. Et avec les IgA, semble être associé avec une capacité de neutraliser le virus, mais des échantillons de lait sans anticorps peuvent aussi avoir une capacité neutralisante, ce qui est aussi dit, ce qui est important pour le lait humain pour les bébés. Les anticorps induits par la vaccination sont sécrétés dans le lait humain. Je crois qu'on va poser la question. Est-ce que ça aide? C'est un bénéfice au bébé. Est-ce que ça peut aider le bébé? Prochaine diapo. Quelle est la politique en avançant? On y pense dans tout le pays dans ce moment. Il faut prioriser la troisième dose dans les personnes enceintes devant les menaces des variants Delta et Omicron. Il faut renforcer la confiance envers la vaccination chez les personnes enceintes et les professionnels des accouchements. Nous devons favoriser la confiance envers la vaccination pour cibler tout particulièrement les personnes enceintes qui sont les moins susceptibles d'être vaccinées. Et actuellement, ce sont de moins de 25 ans, des régions à faible revenu, des régions rurales et qui fument. Il faut s'assurer qu'on contacte les autres qui ont d'autres jeunes enfants qui ne sont pas encore admissibles à la vaccination parce que ces enfants peuvent apporter le SARS-CoV-2, une infection à eux. Et donc, ceux qui sont dans les milieux collectifs avec des enfants non vaccinés, peut-être des enfants dans un milieu de garde ou l'école. Prochaine diapo. Nous devons renforcer la confiance envers la vaccination chez les personnes qui souhaitent devenir enceintes. Donc, tout ce qui a planifié de tomber enceinte, nous devons amplifier les messages reposant sur les données probantes et j'espère que tous qui sont présents sur le webinaire vont être ceux qui partagent ces informations qu'il faut partager avec les autres. Il faut réfuter les mésinformations qui relient l'infertilité au vaccin contre la COVID-19 et utiliser les plateformes de réseaux sociaux pour transmettre les messages avec l'efficacité. Nous devons aussi mener des campagnes pour souligner le caractère sécuritaire du lait humain, puisque selon les données probantes, le lait humain demeure un choix sain et sécuritaire pour les nourrissons. Prochaine diapo. Je veux dire que vous allez trouver un résumé de ce séminaire chez covid19immunitytaskforce.ca FR après le webinaire. Mais je veux donner le micro parce qu'il y a beaucoup de bonnes questions qui rentrent. Merci. Merci, Dr. Hankins. Et je m'excuse, je suis parti directement aux questions. It's okay. Pas de problème. Excusez-moi. Et juste un aperçu, encore une fois, que nous pouvons répondre à ces questions qui rentrent. Donc, on va commencer. On va sur les vaccins de rappel parce que c'est important. Dr. Money et Dr. Vous pouvez en parler. Avant de commencer, au Canada en ce moment, au moins en Ontario, on ne priorise pas la population enceinte. Et donner ce que vous avez présenté par rapport à l'adoption des vaccins, qu'est-ce que vous prévenez par rapport à l'adoption depuis janvier? Quelle est votre prédiction par rapport à l'adoption d'un vaccin de rappel dans la population en général et qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on se réunit?
Sure, I can get started and maybe Dr. Money wants to jump in as well. So as you mentioned, I don't think the booster dose is recommended Je ne quite crois yet. pas donc que le vaccin de rappel n'est pas recommandé. Je sais que dans les États-Unis et le Royaume-Uni, ils recommandent la dose de rappel pour les personnes enceintes. Je ne peux pas donner une prédiction par rapport à l'adoption dans la population enceinte. Ce qu'on va voir, c'est certains qui sont récemment tombés enceintes, qui ont reçu les premières et deuxièmes doses avant de tomber enceinte. On va probablement voir que ces personnes vont recevoir les troisièmes doses de rappel pendant la grossesse. Je ne crois pas qu'on voit les gens qui vont recevoir 3 doses lors de la grossesse, donc c'est limité dans la durée de temps. Et donc, je crois que ça va être assez petit, mais deuxième, troisième dose, s'il y en a beaucoup, en fonction de quand est-ce qu'on a tombé enceinte par rapport à la recommandation donnée, à l'accessibilité aussi, ça donne un effet sur quand, le moment là où ils se font vacciner. On va trouver cela dans les mois à venir et on va voir ce qui sont les recommandations. Merci. Tali, je vais peut-être dire merci de Shane. Par rapport à vaccin de rappel, on voit des individus qui prennent un vaccin de rappel. Officiellement, ce qu'on voit, c'est si vous avez accès à la troisième dose et vous êtes une femme allaitante ou enceinte, veuillez l'accéder, s'il vous plaît. Mais on est en train de faire un regard dernier sur les données plus récentes. Et ça, c'est près les données avant Omicron. C'est que sans doute, les hospitalisations et les admissions au NICUS ont augmenté avec la vague de Delta. Et donc, nous parlons avec le santé publique afin de donner un plaidoyer sur la priorisation des individus enceintes pour les boostes de vaccins rappel. C'est devenu assez important dans cette période-là. Et ils sont recommandés en Québec. Et sachez, si vous êtes admissible pour un troisième, vous devez le recevoir. Et en Ontario, c'est tout le monde qui a 18. C'est plutôt une question de l'accessibilité. Hein? Donc oui, tout ce qui a plus de 18 ans est recommandé de recevoir un dose de rappel quand c'est le moment. Mais est-ce que nous devons prioriser ces personnes parce que la question d'accès est un problème, c'est bien évidemment dans certaines provinces avec la livraison. Est-ce qu'il y avait une question par rapport à le temps de durée afin de recevoir un rappel en parlant de quel trimestre? I'll start, and I'm sure Deshane will jump in. When you have access to the Quand vous avez un accès au vaccin de rappel, veuillez vous faire vacciner. Hein? On sait sans doute que ça a un effet protecteur optimal afin de prévenir l'infection grave et sérieuse. Hein. Ça peut aussi devenir avec une question plus importante avec l'Omicron. Et on sait en général que, et des rapports à prendre plus, les femmes enceintes donnent des anticorps, une réaction immunitaire assez importante et ils passent ces anticorps au bébé. La meilleure façon donc de passer ces anticorps est d'avoir une réaction immunitaire assez robuste de la part de la mère. La réponse est veuillez prendre le vaccin, soit que votre âge ou votre condition, quand vous soyez actif. Est-ce qu'il y a un moment là où c'est plus facile afin de donner une protection à l'enfant pendant les plusieurs mois? Est-ce qu'il y a un moment idéal ou un trimestre idéal? Je peux commencer, puis peut-être les autres panélistes. Le pertussis, ce qu'on recommande en général, ce programme de vaccination parce que c'est assez différent du programme de vaccination pour le COVID, mais dans ce programme-là, la recommandation est de recevoir le vaccin entre 27 et 32 semaines de grossesse afin d'optimiser la transmission des anticorps avec la placenta au bébé afin qu'ils aient une protection pendant les premiers mois de vie. Il y a d'autres questions par rapport aux infections post-vaccinales. Et on va dire double vacciné.
Qu'est-ce qu'on voit par rapport aux infections post-vaccinales et de sévérité si on reçoit 2 vaccins à une infection de COVID? Est-ce qu'on voit une maladie plus sévère ou plus légère avec une infection post-vaccinale? Maybe I can try this one. Peut-être je vais répondre. We looked again at our more recent data, remembering that what we're pulling is Delta wave On time. sait ce qu'on parle, c'est la vague de Delta. On ne parle pas d'Omicron, hein? Et on a vu des taux assez bas d'infection post-vaccinale, donc 3,7% des femmes enceintes qui avaient eu une infection post-vaccinale et aucun cas d'hospitalisation ou admission à l'hôpital avec des personnes complètement vaccinées. Ça veut dire avec 2 doses à ce moment-là. Bien évidemment, il va falloir suivre attentivement pendant cette période de temps, mais la réponse générale ne va pas changer. Être partiellement vacciné est utile. Avoir maintenant complètement, ce qui va représenter maintenant par 3, ça va être mieux. Hein? Ça va dire réduire le risque de l'infection et de maladies graves. Hein? Pour faire un suivi avec les infections post-vaccinales, après Omicron avec 2 vaccins, peut-être plus de personnes vont se faire infecter en disant que c'est plus léger. La maladie légère pendant la grossesse, est-ce qu'on devrait être préoccupé sur ce que ça va faire avec la grossesse? C'est une question importante parce que même si on voit une maladie légère, est-ce qu'il y a des implications sur quelqu'un qui n'est pas enceinte par rapport à une personne enceinte? Désolé, j'ai l'impression que je réponds à toutes les questions. Oh, good. Fascinating and very interesting and helpful as well right now. But yes, Dr. Money, if you could help answer Docteur that. Money, pourriez-vous m'aider à répondre à cette question? Alors, ce qui est troublant dans les données jusqu'à maintenant, même les individus qui ont une infection assez légère sont en risque pour avoir un accouchement prématuré. Et puis, ce que la mère doit, c'est-à-dire il peut avoir les abnormalités dans la fonction de la placenta et peut-être cela entraîne les autres complications et pour cela, ils doivent être admises pour les autres complications. Alors, nous souhaitons que les personnes enceintes ne contractent pas le SRAS CoV-2. Je pense que c'est un message tellement important et c'est un peu différent que la population générale parce que plusieurs personnes disent « Oh, si je suis infectée, si j'ai 2 doses, j'ai moins de risque de la maladie. » Mais ça, c'est différent dans la population enceinte. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons dans les données aussi. Deuxièmement, je vais juste passer à la prochaine question. Ça, c'est sur le risque de mortalité chez les bébés qui naissent avec une mère atteinte de la COVID-19. Alors, Dr. Deschênes, pourriez-vous répondre à cette question? Oui, bien sûr. Si j'ai bien compris la question, vous posez la question au niveau des résultats des bébés, y compris la mortalité des bébés, c'est-à-dire les bébés qui sont nés et leurs mères sont atteintes de la COVID-19. Nous avons déjà entendu de la Dr. Money ce que les données canadiennes démontrent au niveau d'un risque accru pour les résultats négatifs après l'infection durant la grossesse, y compris l'admission à l'hôpital, aux soins intensifs et les taux d'accouchement prématuré est plus haut. Et ça, c'est un des déterminants aux facteurs de risque qui peut entraîner à la mortalité. Alors, les taux de naissance prématurée est préoccupant
est préoccupant. Les données jusqu'à ce moment au niveau des résultats après la vaccination, on ne voit pas un risque accru des accouchements prématurés. Alors, ça, c'est selon les données disponibles au niveau de la vaccination et les résultats après le couchement. Je pense que Shane, vous avez couvert cela tellement bien. Alors maintenant, on va parler de l'allaitement maternel. J'ai reçu beaucoup de questions. Comme nous n'avons pas un vaccin jusqu'à ce moment pour les enfants moins de 5 ans. Alors, la question de la transférence de anticorps par les mères par le biais du lait de femmes. Alors, les femmes, elles posent des questions. Alors, est-ce que le bébé va recevoir les bénéfices aussi par le lait humain de la mère vaccinée? On n'a pas une réponse tellement précise jusqu'à ce moment. Clairement, le bébé reçoit la protection des anticorps ciblés contre le SARS-CoV-2, mais tous les facteurs immunitaires dans le lait protègent le bébé des infections. Alors, nous ne savons pas exactement les taux en ce moment, mais nous savons que c'est quelque chose de protectrice. Alors, il y a des questions. Est-ce que je dois commencer de donner le lait humain jusqu'à l'âge de 5 ans? Et je peux comprendre la motivation et je peux comprendre que peut-être ça a du sens, mais nous n'avons pas les données probantes pour soutenir cela. Même si je peux comprendre votre question, il y a une question aussi, est-ce que l'enfant va recevoir les bénéfices d'immunisation au même niveau que l'adulte? Nous savons qu'il y a des bénéfices, mais nous ne savons pas exactement. Et les études sont en cours en ce moment pour vacciner directement aux enfants. Et puis, le Comité consultatif national de l'immunisation, le CCNI, va fournir les résultats, mais ça va être une combination de fournir le lait humain et la vaccination, mais il faut attendre juste à recevoir le conseil. La prochaine question, c'est au niveau des doses de rappel. Est-ce qu'il y a un bénéfice accru pour les femmes enceintes qui reçoivent la troisième dose? Docteur Mani, vous avez déjà touché ou répondu. On a les femmes c'est-à-dire, on n'a pas de raison pour penser que les femmes enceintes vont répondre de manière différente avec la troisième dose. Elles vont faire les bons anticorps et vont avoir une bénéfice accru qui est bénéfique pour la protection de l'Omicron. Alors, il n'y aura pas une différence au niveau de la protection comparée aux autres adultes. Est-ce que je peux ajouter quelque chose juste au niveau de allaitement? Quand nous avons que les femmes étaient vaccinées très tôt durant leur grossesse et après, nous avons collecté les échantillons du lait après l'accouchement, nous avons vu un déclin des anticorps et on n'a pas trouvé les anticorps 6 mois après la vaccination. Alors, au niveau de la transmission des anticorps par le bien du lait maternel, les doses de rappel sont surtout importantes pour augmenter le niveau. Nous savons que les anticorps sont transférés par le placenta. Alors, si vous recevez une dose de rappel, vous aurez une meilleure réponse. Vous allez passer cela au bébé dans le placenta. Et ça, c'est quelque chose tellement bénéfique pour protéger la mère. Et puis,
pour aussi fournir les anticorps au bébé. Je voudrais juste ajouter un commentaire suivi, même si nous n'avons pas les études directes qui nous montrent l'efficacité euh, de la protection des vaccinations pour protéger les nouveau-nés, mais dans les différentes maladies, on a vu que les anticorps humains, c'est-à-dire dans les autres vaccins comme la grippe, par exemple, quand les mères ne peuvent pas recevoir les vaccins, le lait maternel est toujours bénéfique. Les révisions bénéfiques suggèrent que le lait maternel protège contre les différentes maladies au niveau d'admission à l'hôpital, mortalité, comorbidité. Alors, même avant la COVID-19, il y a beaucoup d'importance au niveau de l'allaitement ou d'allaiter le bébé. Alors, merci pour vos présentations, excellente étude. Je me rends compte que la vaccination dans les premiers trimestres ont été examinés. Alors, quels sont les impacts de la COVID-19 dans le premier trimestre comparé aux autres trimestres? Oui, c'est une question importante, mais je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous ai montré la distribution de l'âge gestationnel ou le moment quand les personnes ont reçu leur vaccination. Et comme la plupart des personnes se sont fait vacciner en printemps passé, bon, ce sont les personnes qui se sont vaccinées qui peut-être ils vont avoir le bébé maintenant ou très bientôt, mais avec la naissance des bébés, vous pouvez voir le temps où ces bébés ont été, il faut attendre la naissance de ces enfants pour voir l'étude parce qu'on a eu très peu de vaccination dans la population d'études, mais nous allons regarder le timing pour cela dans la grossesse, dans un moment précoce. Nous allons regarder cela. Moi, j'ai eu mon bébé en février, juste avant la vaccination. Moi, je me suis fait vacciner avec 2 doses de Moderna et j'ai donné mon fils de 5 ans du lait maternel à mon enfant de 5 ans. Est-ce qu'il y a des études en cours qui peuvent soutenir cette pratique? J'ai déjà fait allusion à cela, mais je reçu plusieurs questions similaires. Je sais que vous avez déjà donné une réponse. Je ne connais pas des études, mais je comprends la question. Mais je ne sais pas s'il y avait des études. Docteur O'Connor, bon, il y a plusieurs études qui essaient d'utiliser le lait des vaches et pour se concentrer l'immunité comme une manière pour fournir l'immunité contre les différents virus. Alors, la théorie est là, mais on n'a pas d'études. Que je sais, il n'y a pas d'études par rapport à la COVID-19 qui a regardé cela. Peut-être votre expertise, est-ce qu'il y a la transférence des anticorps qui peut être différent chez les nouveau-nés ou les bébés et les enfants de 5 ans? Les anticorps, ça, c'est par le IgA. C'est un anticorps différent qui est différent par le placenta qui est IgG. Le IgA, c'est quelque chose qui donne comme une couverture de muqueuse du bébé. Avec la ingestion du bébé, c'est pas détruit par l'acidité. Parce que typiquement, les bébés, ils ont du lait un peu partout qui sort de la nez et je pense que le IgA
ça fait comme une couverture de tout, c'est vraiment un anticorps robuste. Alors, je présume que c'est pareil chez les enfants un peu plus âgés. C'est intéressant parce qu'il y a une étude qui a regardé les anticorps de IgG. Normalement, bon, ben, je suis tout à fait d'accord avec la docteure Unger, le IgA est plus résistant à la digestion, mais quand même, il voit le IgG anticorps dans les selles des bébés. Alors, je pense que j'ai vu dans la boîte à clavardage, il peut faire une corrélation au niveau de quantité des anticorps. Alors, avec l'allaitement, dans ce domaine, il y a quelques études, mais ce sont les petites études. Fascinant. Quels sont les résultats néonataux qui vont être examinés? Pendant combien de temps est-ce qu'on va faire un suivi des enfants? Et qu'est-ce qui explique ce qu'on a observé pendant la naissance? Il y a deux parties à cette question. Je commence par les résultats néonataux. Je peux commencer. Bien évidemment, c'est la première étude qu'on a faite. On regarde les autres résultats maintenant, des naissances pré-terme et des mort-nés et d'autres résultats dans les mères. Il va y avoir une étude réalisée ici en Ontario chez ICS pour suivre des enfants dans le temps. Je fais beaucoup de travail dans le passé. J'ai fait beaucoup de travail dans les 5 années de faire un suivi avec les enfants dont leur mère avait reçu un vaccin pour la pandémie de vaccin, je ne sais pas, pendant la première année jusqu'à 5 ans, avec de divers résultats. On n'a pas trouvé un risque augmenté pour ces résultats dans les enfants. Donc, je crois qu'on va faire un travail en parallèle. Dans ce cas-là, il faut attendre que les bébés soient nés et de développer un peu avant de faire des études, peut-être des études nouveaux avec 6 mois de suivi, peut-être, j'espère, avec des endroits comme l'Israël. Là, ils ont vacciné les personnes beaucoup plus tôt que les autres, même les personnes enceintes, presque depuis le début. Ils ont des très bonnes données, donc j'espère recevoir ou voir des études assez vite, assez tôt. Je crois que vous avez répondu sur les naissances pré-terme. Je n'étais pas sûr si la question s'agissait de la maladie ou sur le vaccin, mais en parlant de SRAS, l'infection de SRAS-CoV-2 lors de la grossesse, le groupe suit les résultats de nouveau-nés et on a un sous-groupe qui cherche 2 ans de résultats. C'est un peu difficile de faire cela, mais on tente de comprendre ce qui sont les répercussions à longue durée sur un enfant avec une mère qui a eu l'infection. Et je me préoccupe qu'il y a peut-être il y aura des résultats négatifs, même associés avec la naissance pré-terme. Donc, il y a deux ensembles de travail en parallèle qui doivent se faire, étudier l'infection et étudier le bénéfice présumé de la vaccination. Merci. 2 questions qui sont arrivées en français. Est-ce que les mères allaitantes devraient être priorisées pour une dose de rappel, sachant qu'ils puissent transmettre des anticorps au bébé? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a un transfert en anticorps plus significatif via le placenta ou inaudible? Ce sont des questions difficiles. Je voulais voir si Dr. O'Connor allait y répondre. J'ai un biais. J'ai des préjugés, par exemple, sur les femmes enceintes et allaitantes devraient être priorisées, mais dans la réalité, c'est qu'en fait, tous les Canadiens ont besoin d'être priorisés pour une dose de rappel. La population entière a besoin de cela aussi vite que possible. Vous voulez rajouter quelque chose? Dr. O'Connor, oui, ce sont des questions difficiles. Je suis d'accord avec Dr. Ander. Je ne me rappelle pas l'une des questions que vous avez posées. Est-ce que les femmes allaitantes devraient être prioritaires pour une dose de rappel? Il y a des endroits dans le monde qui ont fait cela.
Des recommandations pour le Canada, pour ceux qui nous écoutent, par rapport à la mise en œuvre de la politique et quelles sont les prochaines étapes à prendre. Et je crois que c'était incroyablement important qu'on reçoive tous hein, des doses de rappel et bien évidemment les femmes d'un âge de tomber enceinte, mais reproductif. Mais il faut garder les écoles ouvertes, il faut se faire face à la réalité. Cette population fait partie d'une grande partie de personnes qui font juste ça. Hein. Donc, je crois que l'immunisation des jeunes familles, les enfants hein, et les personnes dans leur âge reproductif, tout cela est très important. Dr. Rankins s'est levé la main. Je voulais juste dire que chaque province est différente. Hein. On voit des lignes directrices par âge, par tranche d'âge. Si vous avez une condition d'un système immunitaire comprimé ou faible, affaibli, si vous devez attendre 6 mois, je sais que Québec a déjà offert, il y a 10 jours, de mettre les femmes enceintes plus élevées sur la liste d'éligibilité. En Ontario, c'était 18 ans et plus. Donc, je crois qu'il faut juste prendre le rendez-vous aussi vite que vous pouvez. Hein? Oui, c'est peut-être différent, plus difficile aujourd'hui parce que c'est la journée où là, ça a ouvert. Hein, un peu, en attendant que les semaines à venir, ça va être plus facile. Je parle de l'Ontario, bien évidemment. Pour remonter aux questions, pour voir s'il y a d'autres. Est-ce que les anticorps dans les enfants et bébés ont été mesurés et corrélés avec celles des mères? Je vous parlais de cela dans une partie de votre étude. Vous voulez mettre l'accent là-dessus. Les meilleures preuves que je vois de cela, le neutralisant, les assais de neutralisant, hein, ça c'est un processus pour voir si cela va aider ou non l'enfant. Hein. Et en sachant qu'il y a un débat sur quel niveau d'immunisation est suffisante. Est-ce que c'est jusqu'à ce point-là, ça suffit, ou est-ce que c'est un effet en ligne linéaire? Hein? Nous avons bien vu dans les résultats qu'un pourcentage était neutralisant avec un virus vif, mais en relation liée avec ces nouveaux données, on voit un corrélé avec le lait de la mère. Hein, c'est inaudible. Est-ce qu'il y a une logique ou recommandation afin de reporter une grossesse à ce moment-là? Dr. Money, vous voulez répondre? Je crois que c'est un choix très personnel, en fait. Hein. C'est en fonction des circonstances individuelles, mais si c'est une époque assez préoccupante, qu'on est au milieu d'une pandémie et dans une phase inconnue de l'Omicron, donc je ne dirais pas ne tombez pas enceinte, hein, mais vous pouvez peut-être prendre en compte vos circonstances personnelles et le monde autour de vous et le risque à base de votre travail et autres facteurs. Si vous avez des petits-enfants qui vont être exposés et qui vont ramener le virus à la maison. Hein. Donc, je crois que ce sont des décisions personnelles. Hein. Donc, je pourrais comprendre si un individu choisissait de reporter leur grossesse jusqu'à ce qu'on a passé par le pire de cette pandémie. Et lié à cela, comment pensez-vous que l'Omicron pensez-vous que l'Omicron va avoir un impact sur vos résultats? Et je ne sais pas si c'est lié aux conclusions de quelle étude ça fait référence, mais je crois que est-ce que quelqu'un peut répondre à cela, donner l'Omicron sur vos résultats, conclusions, vos prédictions? Est-ce que ça va changer vos recommandations avec l'Omicron dans les semaines et mois à venir? Je peux commencer. Hein? Les autres devraient contribuer aussi. Hein? Mais je crois qu'il faut attendre et regarder les données sans doute. Hein? Mais je crois que ça amplifie notre désir que les femmes enceintes ne tombent pas, ne fassent pas infecter hein? Et d'être vaccinées au maximum avec une meilleure protection
à base de leur capacité, occasion et opportunité de faire ainsi, et aussi sur les lignes directrices de la santé publique, que tout le monde devient un peu fatigué, mais il faut obéir, respecter. Donc, je crois que ça va être pas très différent, mais peut-être ça va juste, peut-être va vers une priorisation d'autres provinces pour les personnes enceintes de recevoir un vaccin, mais je crois qu'en termes de résultats, c'est pour cela que ces études sont très importantes. Hein. C'est important de mener cela parce que c'est une question de temps aussi. Quelqu'un d'autre qui souhaite ajouter? Une question qui est rentrée. Est-ce que c'est recommandé d'être vacciné entre les 26 à 32 semaines comme il y a un meilleur transfert des anticorps? Peut-être Dr. Moni peut répondre après que je fasse un commentaire initial. J'avais dit plutôt que pour le pertussis, vous savez, il y a beaucoup de recherches qui démontrent que le transfert des anticorps, le coqueluche pertussis, c'est le coqueluche. Il y a une fenêtre pour transférer les anticorps au bébé du COVID-19, mais la logique de se vacciner, c'est pour protéger les individus enceintes. Bien évidemment, c'est un plus que tout anticorps, on va présumer que ça va aussi protéger au fœtus aussi de la maladie. Et c'est similaire avec l'influenza, la grippe ou avec le COVID. Le but, c'est de protéger les personnes enceintes et ils sont vulnérables à tout moment de la grossesse. Et je peux rajouter un point à souligner. Nous ne voulons pas que les individus reportent la vaccination à un point plus tard. Nous voulons qu'ils soient vaccinés de façon optimale avec le dose de rappel aussi pour qu'ils soient protégés même avant la conception, hein, avoir un niveau élevé d'anticorps. Donc, ce n'est pas souhaitable de reporter le vaccin afin de protéger la mère ou la personne enceinte. C'est un bonus qu'on transfère les anticorps au bébé. La priorité, c'est de protéger la maman. Hein. Quelle est la meilleure posologie? Hein? Peut-être pas de Moderna, donné qu'il y a 2 doses entre les 6 microgrammes et 100, et le meilleur délai pour les... C'est peut-être, si j'interprète mal, 3 mois après, 6 mois plus tard. C'est comme ça que j'interprète moi la question. Hein. Des questions là-dessus? Commentaire là-dessus? Ah, moi encore qui vais répondre. Je peux aider. Hein. IGA, nous avons vu, si on regarde juste la IGA, ça semblerait comme si l'opposé, par moi, ce que j'ai lu selon les papiers, c'est que la dose prescrite à la base était mieux, était meilleure, c'est-à-dire un ton plus élevé n'est pas forcément bénéfique au moins de maximiser la réponse à la dose. Et en parlant de Moderna, c'est une demi-dose. Avez-vous des recommandations par rapport à ça pour la population enceinte ou allaitante? On irait la ligne directrice pour la tranche d'âge parce qu'on ne veut pas que la dose plus élevée, c'est plutôt pour les personnes âgées et avec des systèmes immunitaires affaiblis si vous êtes plus jeune en tant que personne enceinte. Donc, on veut que vous receviez la dose recommandée, la posologie recommandée pour votre tranche d'âge. Parce qu'on fabrique des bons anticorps, hein, ce n'est pas la question. Le problème avec l'intervalle, le délai entre les doses, c'est différent par chaque province. Donc, il faut suivre l'intervalle recommandé, la rationale ou la logique derrière cela, basée dans votre province. Il y a une idée d'intervalle plus intéressante par rapport à ce qui est recommandé par les compagnies pharmaceutiques des vaccins, mais il y a des données pour le supporter, hein, pour le soutenir. D'autres questions? Il y a d'autres qui rentrent. On a le temps pour une dernière. C'est par rapport aux travailleurs de santé enceintes. Est-ce que ces personnes qui travaillent dans la santé
les professionnels de santé enceintes ont risque de s'infecter par le virus ou est-ce qu'ils devraient éviter de venir au travail lors de leur grossesse? Encore une fois, je crois que c'est une question personnelle parce que c'est une catégorie très grande de personnes, les travailleurs de santé, professionnels de santé, et les risques de tomber malade sont différents. Donc, que je sache, moi, il n'y a pas une approche générale par rapport à retenir les travailleurs dans la santé enceinte, de les faire retirer du travail. Mais c'est plutôt une question, un scénario de santé au travail. Mais c'est utiliser des mesures de prévention de l'infection pour tous les travailleurs, mais peut-être de façon plus onéreuse et plus détaillée pour une personne qui travaille dans la santé, qui est enceinte, afin d'assurer qu'il ne soit pas exposé au virus. Merci. Donnez le temps, il va falloir finir. Mais au niveau personnel, j'ai beaucoup aimé entendre de vos parts. Malheureusement, il faut utiliser le temps qui nous reste avec une annonce assez brève. Donc, sur le CITF et Cannes COVID, j'aimerais remercier aux participants et aux intervenants pour partager votre temps et de contribuer à cette conversation importante. Nous savons que vous êtes occupés et nous apprécions énormément que vous partagez le temps afin de participer avec nous. Et donc, nous avons un Zoom en janvier sur la question des doses de rappel. Et si vous êtes intéressé à voir les publications qui ont été référencées dans l'événement aujourd'hui, vous allez le trouver sur le site de CITF et aussi dans l'enregistrement. Et finalement, nous souhaitons vous souhaiter tous une saison de fêtes, des fêtes en sécurité. Et nous tenons à remercier les conférenciers et les participants d'aujourd'hui pour leur temps. Nous voulons aussi remercier les membres de nos réseaux pour leur soutien continu et leur participation à la réponse du Canada à la pandémie. Si vous souhaitez assister à nos événements mensuels Résultats et implications de la recherche, veuillez consulter l'un ou l'autre de nos sites Web pour obtenir de plus amples renseignements.